Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Salut Lily. Salut Pank. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focalise un petit peu sur le rôle de directeur, directrice Silva dans les pays. Un petit peu comment tu gères ça, comment ça se développe. Parce que là, en fait, on s'est papoté juste 2 minutes avant d'enclencher l'enregistrement. Et je lui dis, comment ça va? Elle me dit, ça va, mais là, j'ai plein de trucs à faire, je dois faire des trucs avec les instructeurs, etc. etc. Et d'un coup, je me suis dit, ah, mais comment elle organise en fait son monde de directrice Silva, sachant que c'est une pierre angulaire dans le fonctionnement qu'on avait vu. En haut, il y a Silva International, puis il y a donc le staff, on va dire, majeur de Silva International, puis après, il y a les directeurs, puis les instructeurs, puis après, les diplômés. Oui, c'est très pyramidal. Oui, tout à fait. Oui. Ça a complètement du sens. Alors, première chose, comment tu définirais le rôle de directeur, directrice Silva? Alors, d'abord, ça n'a pas commencé quand c'était uniquement aux États-Unis. Aux États-Unis, chaque instructeur avait leur propre territoire et c'était uniquement quand on a commencé à organiser des cours à l'étranger qu'on s'est rendu compte qu'il fallait quand même un directeur pour au moins organiser qu'il n'y a pas n'importe qui fait n'importe quoi. Pendant qu'aux États-Unis, le directeur de tous les instructeurs, c'est Silva International. Pendant que dans les pays étrangers, chaque directeur est responsable directement à Silva International et puis il est responsable pour organiser les instructeurs. Alors, une raison, c'est souvent effectivement que les instructeurs ne parlent pas anglais. Donc, il faut que le directeur parle assez bien anglais pour pouvoir servir comme intermédiaire. Et puis, c'est important que les directeurs maintiennent quand même un certain protocole, une certaine discipline, si tu veux, pour qu'on ne fait pas des versions différentes de la méthode Silva partout dans le monde. Donc, c'est un des rares cours, je crois, où tu peux le suivre dans n'importe quel pays du monde et tu vas trouver les mêmes techniques, les mêmes exercices, etc., évidemment traduits, et voilà. Donc, chaque directeur, on peut être directeur même si on a un seul instructeur, hein? Mais s'il y a quelqu'un dans un pays tout seul, normalement, il n'est pas directeur, il est instructeur et son boss, son directeur, c'est Silva International. Ouais, ok. Alors, en France, nous avons 8 instructeurs actifs pour le moment. Et moi, je suis responsable pour justement prendre le rapport de chaque séminaire et puis le traduire dans un rapport qui est officiel pour envoyer à Silva International. Parce que chaque instructeur doit payer des royalties à son directeur et à Silva International. Et mon rôle est justement d'organiser pour être sûr que tout le monde fait les cours comme il faut, que je fais la publicité sur le site, je fais publicité en envoyant des mails régulièrement pour chaque région. Donc, je suis supposée un peu gérer tout ça. Et bien sûr, je continue à donner mes propres cours. Je crois que ça, c'est un peu général ça, mais peut-être tu as des questions précises. Donc, la première chose, c'est chapeauter et voir, on va dire, votre priorité à vous, c'est savoir si la méthode est correctement appliquée dans le pays. C'est ça l'idée fondamentale du directeur, c'est ça? Voilà, et le contenu et la façon dont on le présente. Il y a certaines choses qu'on doit respecter. D'accord. Et alors, justement, chose qui est complexe, parce que j'imagine que vu que tu n'es pas au cours des instructeurs, les instructeurs peuvent aller dans tous les sens. Comment tu peux avoir une vérification d'un travail partagé? Comment tu peux savoir que entre-temps, ils n'ont pas changé quelque chose dans l'absolu? Comment toi, tu abordes cette dynamique-là? Parce que j'imagine, moi, je me mets à ta place,
je me sentirais un peu bête à me dire, OK, bon, je leur fais confiance. Bon, c'est le principe de base, hein. On a formé des personnes, les personnes, on leur fait confiance parce que s'ils veulent faire la méthode, c'est qu'en général, ils ont apprécié. Pas de problème. Mais comment on peut s'en assurer? Comment ça se passe? Est-ce que les réunions, justement, avec les instructeurs, c'est un petit peu pour débriefer là-dessus? Comment tu organises ce feedback par rapport à l'instructorat? OK. Alors, au départ, bien sûr, c'est moi qui les ai formés et je les ai invités chacun de participer à un de mes cours et présenter quelque chose. Donc, je les ai déjà vus un peu déjà en action. Et en plus, pendant la formation, ils doivent présenter des techniques à d'autres instructeurs qui peuvent justement faire une petite critique chaque fois et voilà. Mais c'est vrai qu'une partie qui se sont lancées, évidemment, moi, je ne peux pas aller voir directement moi-même tout le cours. Tous mes week-ends sont presque déjà pris. Donc là, effectivement, on a des réunions d'instructeurs assez régulières et bien sûr, moi, je reçois beaucoup de mails. Hein? Donc, je reçois, par exemple, des mails où quelqu'un va dire « Ah, un tel, c'est un super instructeur, il a fait ceci, il a fait cela. » Mais j'ai aussi, quelquefois, des mails où il y a des plaintes. Et là, justement, je dois m'occuper directement avec l'instructeur pour voir est-ce que c'est vrai qu'il a… Alors, bien sûr, simplement le fait que j'ai reçu une plainte ne veut pas dire « Oh là là, c'est un mauvais instructeur. » Alors, il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Moi-même, j'ai reçu des plaintes, mais vraiment extraordinaires et j'ai rien compris, mais c'était parce que quelqu'un n'était pas satisfait et voulait faire une plainte. Donc, voilà. Mais je dois investiguer quand même et je parle directement à l'instructeur concerné s'il y a une plainte pour écouter son histoire et pour justement organiser un peu si c'était vrai que quelque chose a eu lieu ou c'était simplement le diplômé qui a eu son propre opinion un peu négative, quoi, tu vois. Donc, mais il faut que je gère tout ça aussi. Et puis, il y a le newsletter. À la fin de chaque mois, je dois écrire un newsletter avec tous les cours qui vont avoir lieu dans les 2 mois à suivre. Et là aussi, souvent, quand je vois ça d'abord aux instructeurs pour être sûr que c'est toujours correct. Toi, j'ai toujours avant. Et souvent, on me dit, ah, mais en fait, j'ai changé ceci ou j'ai changé cela. Ou bien, ça aurait une horaire différente ou un autre lieu. Donc, il y a toujours des choses, justement, que je dois maintenir à jour. Et tout est arrivé, justement, tout de suite en revenant d'Australie, comme tu m'imagines. Mais c'est bon. Donc, voilà. D'accord. Il y a une compétence. Tu as développé en fait une forme de compétence de manager. Parce que là ce que tu me dis, c'est management d'équipe. C'est vraiment une capacité à gérer une équipe. Parce que, en gros, si on enlève les mots et les noms Sylva, c'est que tu as une équipe. Tu dois gérer pour que l'équipe indépendante le plus possible puisse proposer le produit le mieux possible. Et toi, tu gères en fonction des retours que tu as clients. Là, on va vraiment parler comme une entreprise. Hein. Des retours clients. Tu fais un peu le SAV, le cas échéant, s'il y a des problématiques, service après-vente. Hein. Tu regardes ce qui a pu bien ou ne pas bien se passer, sachant, comme tu dis, c'est pas parce que quelqu'un critique ou n'est pas d'accord que autant le cours n'a pas été excellent. C'est juste ça n'a pas plu à la personne, ce qui est un peu différent. Comment tu as développé cette compétence-là? Parce que tout le monde n'est pas à l'aise au départ tu vois, par exemple, j'imagine bien que quand tu as commencé la méthode, c'était un peu particulier parce que quand vous êtes arrivé avec Michael, à un moment donné, il fallait avoir un directeur, mais tu n'étais peut-être pas dans la compétence de te dire, je vais gérer des gens qui vont après enseigner la méthode que j'aime bien et je vais gérer l'administratif parce qu'au bout du compte, il y a quand même beaucoup d'administratif. Comment tu as développé cette compétence-là? Est-ce que ça a été difficile ou simple? Est-ce que pour toi, c'est naturel? Tu vois, moi, par exemple, je suis un petit dictateur. Donc, mon truc, c'est que dès que je bosse avec des gens, je suis insupportable. Ces gens, ouais, t'as fait ça comme ça? Oui, non, toi, je fais des tableaux, je fais des trucs, je suis hyper galère. Donc, j'imagine que je dois être insupportable. Mais je me dis, c'est moi ma manière de fonctionner. Toi, comment tu as développé ta compétence pour gérer une équipe comme l'équipe Sylva en France? Je ne sais pas si j'ai développé une compétence. C'est une bonne chose. En fait, franchement,
Au départ, c'était pas du tout mon truc. Ouais. Il y a des jours, j'ai dit, ben, oh mince, si seulement je pourrais faire mes propres cours et rien d'autre. Alors, c'est vrai que quelquefois, je suis très contente d'eux, je suis très fière d'eux, je les aime bien, mais il y a d'autres moments où, justement, et c'est pas simplement, c'est pas une faute de l'instructeur, mais tout arrive en même temps. Et je suis supposée faire, là, par exemple, j'ai passé peut-être 2 jours en faisant que des réponses à mes instructeurs parce qu'ils avaient besoin tout de suite de ceci ou cela. Il y a un nouvel instructeur, il n'a pas les cartes d'identité, par exemple. Tout ça, je suis supposée gérer moi-même. Donc, je ne vais pas dire que j'ai vraiment développé les compétences parce que c'est quelque chose que je dois faire, c'est ma responsabilité. Mais c'est pour ça, pour beaucoup d'instructeurs, on arrive parce qu'on adore la méthode, on veut enseigner la méthode. Et puis, tout d'un coup, on se trouve, mais chaque instructeur individuel a aussi plein d'administration, des choses à organiser, etc. Et ça a toujours été un peu difficile pour un instructeur de tout d'un coup se rendre compte, mais je dois diriger un business, je dois faire publicité, je dois m'organiser, etc. Donc, chacun de nous a dû apprendre un peu ça. C'est vrai qu'il y a ça. Alors là c'est moins dans directeur, mais on peut très bien voir le boulot administratif. Déjà, je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de toutes les petites choses qu'il y a à faire quand il y a un cours Sylva. Parce que bon, il y a les inscriptions et tout, ok, après chacun fait à sa manière, les tableurs, les trucs. Mais quand les gens arrivent, il faut préparer les cartes. Moi, c'était un des trucs qui m'avait marqué chez toi où tu me disais souvent le dimanche ou le lundi, tu dis ah, je peux pas, je remonte, je vais m'occuper des cartes. Parce que je dois donner les cartes de membres pour les personnes qui sont certifiées demain, etc. Et en fait, c'est plein de petits boulots. Dans le passé, c'était Michael qui s'occupait des cartes. Donc, c'est pas évident quand on est toute seule, quand on a un cours toute la journée, il y a l'administration à faire le soir. Donc, quand il était là, oui. Ouais, c'est ça. En fait, il y a plein de petites tâches qui se rajoutent et qui, derrière, fait que ce n'est pas simplement donner le cours. C'est, comme tu dis, c'est faire du marketing, c'est aller vers les gens, répondre aux demandes des gens, répondre aux questions des gens. Puis après, ils deviennent des diplômés qui peuvent avoir encore des questions, peut-être animer des rencontres des anciens, etc. etc. Donc, c'est un vrai, c'est comme tu as dit, hein, c'est un vrai business, c'est un vrai travail. Ça demande du temps et de l'énergie. Alors, ça, c'est le côté, toi, directrice vis-à-vis de tes instructeurs. Et ce que j'ai aussi beaucoup constaté depuis les années où on papote ensemble, c'est qu'il y a apparemment une belle synergie, après, avec les plus et les moins, mais il y a une belle synergie entre les directeurs des différents pays européens. Apparemment, vous avez des liens qui, quoi, à chaque fois, tu me dis, attends, il faut que j'en parle. Lui, il a peut-être la réponse. Tu sais, avec Laszlo, avec les UK, où le gars est super bien aussi. Et puis, pareil, il y a Marietta en Suisse, etc. Et on sent que vous êtes une espèce de petite famille. Alors, en plus, vous êtes comme la plupart des anciens vraiment du système. Comment se passe le rapport, justement, entre les directeurs et j'imagine que comme pour les instructeurs, vous faites des réunions, comment ça se passe? Et là, dans ce cas-là, de quoi vous parlez? C'est quoi les objectifs? C'est quoi l'orientation? Bon, alors d'abord, ce qui nous manque beaucoup, c'est que quand on a eu avant, chaque année, il y avait une convention juste pour les directeurs européens. Et quelquefois, on venait d'autre part aussi. Et là, c'était génial. Et les rencontres, les partages, c'était vraiment super bien. Mais puis, il est venu le Covid et depuis là, on n'a pas repris. Le Covid a changé beaucoup de choses. Et j'espère justement qu'on va pouvoir reprendre éventuellement nos conventions en présentiel. Mais on a toujours... Les conventions, vous les faisiez entre vous? Oui, juste entre directeurs, voilà. Il fallait être directeur pour venir à... Donc, ce n'était pas vraiment une convention telle qu'elle, c'était une réunion de directeurs qui était une année. Alors, en 2014 ou 15, c'était Paris qui était les hôtes et on a eu justement plein de directeurs. Et puis, l'année après, c'était la Grèce et ils avaient un hôtel sur une petite île grecque. Donc, quelquefois, c'était moitié vacances que plutôt travail. Et
c'est vrai que quand on est directeur, on parle ensemble, on peut parler des choses qu'on peut parler à nulle autre personne va le comprendre. Donc, et c'est très bien de découvrir que quelqu'un d'autre a eu le même problème et a trouvé une solution. Et justement, on discute chacun comment on arrive à organiser son propre pays et c'est très enrichissant. Donc, ça me manque, je dois dire. Mais à part ça, quand même, j'ai des rencontres régulières. Ah bon, donc, déjà, il y a un WhatsApp groupe pour les 3 directeurs francophones. Il y a un WhatsApp groupe pour France, Suisse et UK qui ont aussi leur lien particulier. Il y a une liste de mails de tous les directeurs mondiaux, etc. Et voilà, donc, on a quand même les possibilités de garder des contacts individuels par téléphone, par Skype, etc. Et quelquefois en présentiel. Évidemment, moi, je peux voir en présentiel en Suisse, en Belgique et en Angleterre. Donc, ça, c'est bien. Et normalement, on a un très bon moment quand on est ensemble et c'est vraiment... c'est un lien d'amitié qui est très important, je crois. Que te sentir seul avec la responsabilité du pays, c'est pas évident. Mais quand on a des amis qui font la même chose, c'est vraiment très chouette. Est-ce que, je pensais à ça, est-ce que quand à l'époque il y avait les séminaires à la Redo avec José, est-ce qu'il y en avait au niveau européen? Est-ce qu'il y a des moments, il y avait l'équivalent en Europe pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait un espèce de séminaire européen ou c'était simplement quoi, c'était déjà pas mal, mais au Texas et à Laredo? Est-ce qu'il y avait pour des diplômés? Alors, justement, quelquefois, en certains pays, on a organisé ça que pour le pays. Je sais que, par exemple, en Angleterre, on organise une journée juste pour les diplômés, convention. Quand on a commencé les réunions européennes, on a commencé avec une convention générale et puis les directeurs ont resté 1 ou 2 jours après. Et puis petit à petit, on a arrêté d'essayer d'organiser une convention parce qu'une convention européenne, c'est pas toujours évident à cause des langues et des coutumes différentes, quoi. Mais aux États-Unis, évidemment, tout le monde qui venait devrait parler anglais. Et tu penses qu'il y a une faisabilité de faire ça un jour, de tenter, au moins, même si ça ne marche pas plus que ça, mais de tenter de faire une espèce de réunion Silva européen, là je parle en France parce que c'est où on est, mais quitte à ce qu'on parle anglais et qu'on traduise anglais-français le cas échéant, mais tu vois, tu penses qu'il y aura une possibilité d'organiser quelque chose comme ça sur pareil, hein, pas pendant une semaine, hein, mais pendant 2-3 jours? Il y a toujours la possibilité d'organiser, mais franchement, ça va prendre beaucoup d'organisation et pour le moment, je suis trop prise moi-même. Mais justement, comme j'ai déjà dit, en Angleterre, on offre une convention, mais c'est que pour les British, quoi. Donc, c'est que pour les diplômés en Angleterre ou bien en Grande-Bretagne. Pendant que pour avoir ça en général pour tout le monde, il fallait vraiment il fallait organiser ça sur un plan avec tous les autres directeurs, bien sûr, pour voir si justement tout le monde était prêt à faire la publicité dans leur propre pays, parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc, il fallait vraiment une organisation très, très détaillée, générale, parmi tous les directeurs, si on allait faire quelque chose comme ça. Mais c'est tout à fait possible. Ouais, non, mais je trouve que l'idée est bonne. Tu vois, là, j'étais en train de même me dire, oui, bah, s'il n'y a pas toute l'Europe et ce qui est compliqué, c'est la langue, ça serait amusant de faire une espèce de réunion francophone Silva. Tu vois, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse ou que ce soit en France, mais avec 3 directrices, avec un maximum d'instructeurs et je ne sais pas après quelle orientation ça pourrait prendre, mais ça pourrait être vraiment intéressant comme cheminement de faire un espèce de regroupement au maximum, parce que comme tu dis, après, ça dépend comment ça se diffuse et comment tout à chacun peut venir. Ok, bon, je garde ça en tête, je reviendrai dessus, je pense que c'est une bonne idée. Ok, alors, toujours au niveau de ce principe-là, vos liens après en tant que directeur, directrice avec les US, c'est comment? C'est-à-dire que vous avez toutes les nouveautés
Alors, j'ai l'impression que ces dernières années, il y en a un petit peu moins, mais quand il y avait Laura, ça avait l'air de changer beaucoup, beaucoup. Vous avez quoi? Vous avez une ligne directe avec, bon, bien sûr que vous en avez une, mais ça se passe comment au niveau on va dire, du circuit d'information? Vous avez, ça vient de la rédo, vous avez une info, un mail, une réunion, quelque chose. On vous dit, bon, bah là, on va arrêter de faire BLS, mais on va faire, je ne sais plus comment il s'appelait, l'autre mode. On va arrêter d'organiser de cette façon et on doit faire d'une autre façon. Comment ça se passe, le rapport avec les US déjà de façon générale, et comment se transmet l'information vers les directeurs, directrices, Sylvain? Voilà. Déjà, la dernière fois qu'il y avait un changement de présidente, on a eu des réunions Zoom, Skype, chaque fois juste téléphone, régulièrement avec les États-Unis, jusqu'au moment où en fait on a élu un petit groupe de personnes qui représentaient le reste, parce que c'était trop compliqué que tout le monde a un truc général. On avait ce qu'on appelait the happy hour, où on invitait autant de directeurs que possible. Mais là, c'était beaucoup et des gens, pas tout le monde pourrait venir. Donc, finalement, on a pris un petit groupe de directeurs qui avaient des réunions régulières avec les Silva International et la présidente, etc., pour justement aider à mettre les choses en place, s'il y avait des nouvelles idées, est-ce que c'était obligatoire, est-ce que c'était un choix, est-ce que tout le monde était capable de le faire. Et puis, on a pu justement tous représenter nos pays parce que quelquefois, aux États-Unis, quelque chose semble évident, mais pas du tout dans un pays étranger. Donc, il y a toujours eu beaucoup d'allers-retours comme ça. Et quand la pandémie est arrivée, justement, on a eu beaucoup de réactions avec Silva International pour organiser comment faire les cours en ligne. On n'avait jamais fait les cours en ligne auparavant. Donc, il y avait, là aussi, il y avait plusieurs directeurs qui ont pris le rôle d'enseigner un peu les techniques à d'autres instructeurs. Silva International a répondu nos mails pour aider les gens à comprendre que c'était OK parce que dans le passé, c'était strictement interdit d'enregistrer un cours. Mais là, si on va faire en ligne et quelqu'un perd la connexion ou il y a une interruption, etc., c'était évident qu'il fallait quand même enregistrer. Donc, on a eu la permission d'enregistrer pour que ça soit streaming, uniquement streaming, et disponible, ça dépend du pays, entre 3 jours et maximum 1 semaine après, et puis enlevé pour protéger quand même le copyright, sinon ça devient un peu trop facile pour tout le monde simplement à trouver le lien pour l'enregistrement. Donc tout ça, ça faisait beaucoup d'organisation. Donc là aussi, il y avait plein d'allers-retours. Récemment, c'est un peu plus calme, okay? Ce qui est bien parce que c'est pas toujours évident de maintenir un contact et avec Silva International et avec nos directeurs autour de nous et avec nos instructeurs et bien sûr nos propres diplômés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'information, elle peut énormément se diffuser et se diluer. Donc, ne pas avoir la bonne information parce que ça passe par plein de canaux. Silva International, les directeurs qui retranscrivent ça dans une langue différente, avec une culture différente, qui va après le dire aux instructeurs, qui va après l'enseigner aux diplômés, avec un retour des diplômés, des instructeurs et du tout pour savoir si tout est OK. Donc, effectivement, ce n'est pas simple. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que Silva International est à l'écoute des directeurs? Tu m'avais dit à un moment, l'influence de l'Europe sur Silva International est quand même très fort. Oui. Tu as l'impression qu'il y a vraiment une écoute des directeurs Silva au sein de Silva International? Oui, mais Silva International dépend beaucoup justement d'Europe. Ils ont beaucoup plus de retours d'Europe qu'ils ont des États-Unis maintenant. Donc, ils ont respecté justement ce qu'on voulait dire et ajouter, etc. Par exemple, il y avait toute cette histoire de est-ce que l'Europe doit faire la nouvelle version SLS-SIT ou est-ce qu'on garde le BLS? Et là, justement, au lieu de dicter, il faut absolument que tout le monde change. En fait, ils ont respecté que beaucoup de nous voulaient garder la version originale. Donc, on a pu quand même discuter tout ça.
Aux US, aujourd'hui, c'est CLS-SIT qui est enseigné? La plupart aux États-Unis, oui, parce que, Ah ouais. oui, bien que Diana Silva, elle aime beaucoup le BLS. Donc, si quelqu'un veut faire le BLS, elle les encourage. C'est pas du tout, non, 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 il faut faire SLS. OK. D'accord. Ah ouais, c'est marrant. Et est-ce que les directeurs, directrices Silva sont aussi des enseignants d'instructeurs? Est-ce qu'ils sont train the trainer? Est-ce que c'est des formateurs d'instructeurs? Est-ce que tous les directeurs le sont ou pas? Voilà, là aussi, c'était quelque chose qu'on a discuté avec Silva International. Parce que pendant très, très longtemps, quand moi, par exemple, je suis formée, et il fallait aller aux États-Unis, être formé en présentiel par une équipe formée par José Silva. Et bon, c'était super, mais pas tout le monde est capable de le faire. Il y a le problème de langue, il y a le problème de pouvoir faire le voyage, etc. Donc, aujourd'hui, avec plein de discussions, c'est d'accord qu'un directeur a le droit de former ses propres instructeurs s'il le veut, mais pas tous les directeurs veulent le faire. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent envoyer leurs instructeurs ou à le faire avec le directeur aux États-Unis d'entraînement ou un mois pour le BLS. Moi, je suis le responsable international pour former des nouveaux instructeurs pour enseigner le cours de base. Mais évidemment, ça uniquement si le directeur lui-même ne veut pas le faire. Okay? Donc, il n'est pas obligé de faire toute une formation, par exemple, pour une personne. Il peut envoyer son instructeur à faire, justement, comme toi, tu sais bien, quand on fait plusieurs en groupe. Et alors, ouais, c'est intéressant. Le directeur, il n'a pas besoin d'être aussi instructeur en ultra ou en graduate. Il n'a pas besoin, ça ne fait pas partie de son postulat. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir l'instructorat dans tous les éléments. Il peut n'être que simplement BLS ou SIT, etc. Mais il n'a pas besoin d'être à la fois entraîneur de BLS, entraîneur de graduate, entraîneur de ultra. Par exemple, toi, je sais que c'est Marietta qui fait en général l'ultra et que tu as toujours invité Laszlo ou Marietta faire le cours parce que toi, c'est pas une formation d'entraîneur que tu as passé ou tu t'es pas certifié là-dessus, c'est ça? En fait, j'ai le droit de le faire, mais je ne voulais pas faire ça en France parce qu'on a ce problème justement de toucher les gens avec les mains. Et le moment qu'on fait ça, on est dans un domaine médical, oh là là, c'est vraiment… Et moi, je n'ai jamais voulu prendre ce risque, surtout puisqu'on a eu quand même toute cette histoire de liste de secte en 1995. Et Laszlo, justement, c'était la personne parfaite parce qu'il était médecin lui-même. Et moi, j'ai simplement traduit. Laszlo ne fait plus, mais Marietta peut venir le faire directement en français. Donc, c'est toujours quelqu'un qui vient d'ailleurs. Mais à part ça, j'ai le droit quand même d'enseigner ultra, mais j'étais formée. Il y avait une formation spéciale pour les gens qui voulaient enseigner ça dans leur propre pays. Alors là, tu me fais rebondir sur une question que j'ai, c'est dans ce cas-là, ceux qui enseignent graduate et ultra, est-ce que c'est seulement les directeurs ou est-ce qu'il y a aussi des instructeurs qui peuvent se former? Par exemple, moi, qui suis instructeur BLS, est-ce que je pourrais te dire, tiens, j'aimerais me former en ultra ou en graduate? Graduate, je pense, me parle plus. Est-ce qu'en graduate, je pourrais me former moi en tant qu'instructeur? Ça dépend beaucoup du pays et de l'administration du directeur. Par exemple, pour le moment, il n'y a pas assez de demandes. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui enseigne les cours supérieurs. Par contre, en Angleterre, le séminaire Silva Manifesting, il y a un instructeur qui s'en occupe. Parce que Gabriel n'a pas envie d'ajouter encore des choses à son système et il a confiance en elle. Elle a été formée directement elle-même par Laura Silva pendant une formation pour Silva Manifesting. Donc, quelquefois, il y a des exceptions. Mais en général, c'est le directeur qui donne les cours avancés. Ok, c'est intéressant.
à casser quand même. Ouais, mais c'est intéressant, c'est vraiment par rapport à la demande. En gros, si en France, il y avait plein de gens qui avaient fait BLS et qui se disent, bon, bah maintenant, pardon, la base, la notion de base, et qui veulent faire quelque chose de plus, s'il y en avait plein et qu'il y avait toutes les 2 semaines des demandes là-dessus, potentiellement, tu formerais des personnes pour le faire, c'est ça? Potentiellement, hein, mais ça, ouais. c'est une question hypothétique. Oui, complètement. D'accord. Je vois le principe. D'accord. On va s'arrêter là pour cette première partie. On va un petit peu continuer juste après. Nous, juste après, et vous, dans quelques jours. Si vous avez des questions et des remarques sur cette facette-là ou un petit peu sur l'organisation de Sylva, on avait déjà fait quelques podcasts, mais là, je trouve que c'est intéressant de se focaliser sur le travail que fait Ellie. Parce que c'est la seule en France à le faire, en l'occurrence, et ça nous permet de mieux comprendre comment s'articule la méthode et comment elle, les besoins qu'elle a, ce qu'elle met en place, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le sujet. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Biwan, à très vite.